avoir été avec tous ces champions. On vient de dire Muset, Bonnen, Gilbert, Remco Evenepoel. C'est une fierté pour vous, Patrick. Oui, le, le triste un petit peu que quand tu es vraiment dedans, et tu vis avec, tu ne te réalises pas ce que tu as fait. Vous réalisez Avec tout. maintenant? Oui, parce que tu décides un jour que je voulais arrêter. J'étais avec M. Bacala à son villa, le lac de la Mare, Genève, et Nyon. Nyon, c'était. Et j'ai dit, écoute, Staniek, je vais avoir 70 ans au mois de janvier. Tu penses que c'est assez? Mhm. Et lui m'a dit, écoute, j'ai toujours voulu que tu aies un bon exit. Tu le choisis toi-même et tu dis comment et quand. J'ai dit, écoute, on est à Calpe le mois de décembre avec l'équipe. Le 10 décembre, je vais appeler tout le monde dans une salle et je vais annoncer. Bonjour Patrick Lefebvre. Alors Patrick Lefebvre, c'est l'une des toutes grandes personnalités de ces 50 dernières années dans le monde du cyclisme. Si vous ne le connaissez pas, c'est une grosse erreur, c'est presque impossible si vous aimez le vélo. Patrick Lefebvre, avec ses équipes respectives, c'est près de 1000 victoires professionnelles, 993 si je ne me trompe pas. C'est 12 Tours des Flandres, 12 Paris-Roubaix. Patrick Lefebvre a sorti beaucoup de champions. Je vais juste en citer 3: Johan Muset, Tom Bonnen, Remco Evenepoel. Je pense qu'avec ça, la carte de visite suffit. Patrick Lefebvre, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Patrick, vous vous souvenez du jour où vous êtes monté sur un vélo la toute première fois? Concours cycliste, oui. J'avais 15 ans, j'étais très impatient parce qu'on ne pouvait pas courir avant l'anniversaire des 15 ans. Donc moi, je voulais commencer plus tôt, mais ce n'était pas possible, promis par la loi. Impossible, mais vrai. Quel vélo c'était, vous vous souvenez? Euh, J'habite à Roulez, c'est tout près, et à Roulez, ils avaient une petite fabrique de bicyclettes Barthes. Très bien. Et le jour où vous êtes devenu cycliste professionnel, C'était le 1er janvier 76. c'était un rêve qui se réalisait? Oui. Et à ce moment-là, on espère quoi? On espère gagner des courses Ah oui, ou... certainement, sinon on ne passe pas, hein, parce que je suis monté professionnel, que j'ai laissé tomber un, un troisième de mon salaire que je gagnais chez les amateurs. Et j'ai dit, oui, je vais l'essayer. Donc Et professionnel, vous gagnez moins qu'amateur. ouais, C'est parce ça. que je travaillais et je gagnais beaucoup de coups chez les amateurs. Donc, combinaison de ces deux-là, je gagnais plus. En parlant de courses gagnées, le jour de votre première victoire chez les pros. C'était tout le Levant. Je n'avais pas trop le moral parce qu'il y avait beaucoup de vieux qui faisaient des conneries. Mais j'avais heureusement quelqu'un de ma région, ici, Willy Van Est, qui a eu le maillot jaune. Et là, gamin, ne regarde pas ces vieux-là, ils sont quand même déjà morts, mais ils ne savent pas encore. Et les derniers jours, j'ai attaqué au pied d'une colle. J'ai pris 30 secondes et probablement ils m'ont sous-estimé. Ils m'ont pris en sprint, mais ils m'ont pas battu. Très bien. Et vous avez gagné une étape dans un grand tour, je pense. Oui, Tour d'Espagne 1978, si je ne me oui. trompe pas. C'était le début de la carrière des grands tours de Bernardino. Mhm. Donc, moi, je suis échappé à 40 km de l'arrivée et ils m'ont plus pris. Quel type de coureur était Patrick Lefebvre? Euh, je n'étais pas un sprinter, pas un grimpeur, pas un chronomène, mais je savais très bien lire les courses. Très bien, lire les courses. Ouais. Ok. Le jour où vous avez vu Eddy Merckx pour la première fois, vous vous souvenez? Oui, il faut aller loin parce que j'étais énormément fan de lui. Mhm. Chez les juniors, je n'en ai pas couru pour le voir dans les classiques de les grands monuments. Ok. Mais je pense que déjà avant, mon neveu, mon oncle, Oui. avait un coureur qui courait chez les professionnels, Paul Maillot de l'Illegam. Et lui, il courait chez Flandre. Mais je dois continuer encore avant. Son beau-père, c'était Lucien Ancou, et lui, c'était sélectionneur belge des amateurs. Et là, j'ai vu une fois Eddy Merckx dans une sélection. C'est ça.
Et vous étiez un grand fan directement? Oui, très grand fan. Le jour où justement vous avez arrêté votre carrière de cycliste, C'était le 10 juin 79. vous avez une bonne mémoire, hein? Très bonne mémoire. Et vous arrêtez pour quelle raison? Parce que j'avais plus envie. Si j'avais plus envie et c'était pas une question d'argent parce que j'avais un très bon fan club. Ma soeur faisait une très bonne affaire de voitures. Elle vendait 3000 bagnoles par an. Elle voulait me soutenir financièrement si c'était le cas. Mais j'avais compris que j'allais jamais gagner le Tour de Flandre, jamais gagner le Tour de France. Donc tous ces espoirs comme tu as de gamin Oui, disparaissent. c'est ça. Et donc, pour vous, c'était plus possible de continuer. Voilà. Je dis, si je traîne encore quelques années comme ça va pas aller. Et donc, le jour où vous êtes devenu patron d'une équipe cycliste, c'était quand exactement? 2 jours après que je me suis arrêté, j'étais déjà dans la voiture comme deuxième directeur sportif. Comment s'appelait l'équipe à l'époque? Marc Superia. Ok. Mais vraiment patron d'une équipe tout seul. Déjà, c'est ma paye, c'était 99-2000 general manager, mais patron en 2001. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose que vous avez dans le sang, le leadership. C'est votre nature? Je ne sais pas. En français, ils ont une très belle expression. Hein, tu l'as ou tu l'as pas. C'était toujours un petit peu l'homme qui prenait les initiatives. Déjà, si on allait à l'entraînement, tout ça. Mais en cours de route, quand vous avez eu de bons maîtres, comme moi j'ai eu, avec Walter Godefroot, et autres, et déjà, chez nous, à la maison, c'est un commerce. Déjà là, tu prends déjà un petit peu le sang de commerce. Et voilà. C'est ça. Le jour où vous avez vu Johan Museeuw, la première fois, vous vous souvenez? Oh là, oui, aussi très loin, parce que mon oncle de nouveau, qui était très présent dans ma carrière, il allait visiter beaucoup de cyclocross. Et là, Johan était là, chez les jeunes. Donc nous, on allait plus tôt, pas pour aller tout seul voir les grands ou les pros, mais aussi les jeunes. Et là, il y a un certain Johan Museeuw qui courait. Et vous avez tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose de différent? Oui, parce que je connaissais déjà son père, qui a couru aussi. Donc, c'est toute une histoire de famille. Et tout Ouais. ça, ouais. Et on se doute que Johan Museeuw va devenir un tel champion quand on met la main dessus? Bah, j'avais remarqué que son père était très prudent avec lui. Il avait très peur qu'il le faisait courir trop. Il faisait cyclocross et il ne pouvait pas courir sur la route, ou presque pas. Et puis c'est vraiment la dernière année amateur qu'il a explosé. C'est ça. Le jour où vous avez vu un certain Tom Bonnen, dont on va parler... Ça, c'est aussi facile. Mon fils aîné est de l'année 80, un certain Tom Bonnen, Steekmans et autres aussi. Et on a fait les courses partout en Belgique. Et, bon. Chez les jeunes, vous voulez dire? Oui, junior, 18 ans. Ouais. Avec mon fils. D'accord. Donc, de temps en temps, j'y allais avec, si j'avais le temps. Ouais. Et c'est inévitable de voir Tom Bonnen. Et quoi, il avait la classe naturelle? Ben, il avait déjà 1m92 à l'époque. Ouais. Et il était un petit au-dessus, il était vite au sprint. Bon, ça voit toujours que... Je me rappelle toujours un cours de grimpeur dans les Ardennes. Il a porté mon fils, il y avait 3 coureurs. Sentius, Tom Bonnen et Gert Steekmans qui ont dévolé tout le monde. C'est ça, ouais. Et le jour où vous avez vu un certain Remco Evenepoel? Ah, ça, je connaissais aussi le papa, mais j'ai jamais eu de contact avec. Mais Carlo Boran, c'était un ancien poulain de moi, il était coach du junior. Ouais. Il me téléphonait pas souvent. Mais là, un jour, il m'a téléphoné, il dit maintenant, j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu de ma carrière. Il y a un ex-footballeur qui commence à courir. Il a chuté 2 fois, il a gagné 6 fois. Il faut absolument que tu vois le voir. Ouais, et vous êtes allé le voir? Oui. Et c'était où? Oh, je ne me rappelle pas exactement, mais puis après, de suite, j'ai été faire un lunch avec son papa et sa maman. Oui. Et là, on a mis l'accord. Et qu'est-ce qu'il avait de différent, ce petit bonhomme? Bon, j'avais
peu de fois vu dans ma carrière qu'il y a un junior qui prend 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, parce qu'il y a un règlement de logique qui dit après 5 minutes, il faut enlever le peloton. Ouais. Donc, ce pauvre gars allait courir une fois dans la semaine et presque, Ouais. il y avait quelqu'un qui boycottait leur course, disons. C'est ça, ouais. Le jour où Musée, Bortolami et Tafi arrivent ensemble sur le vélodrome de Roubaix, c'est une image incroyable que personne n'a oubliée. Qui décide qui va gagner? Ouais, j'imagine que c'est le directeur sportif. Comme moi j'étais Comment dans ça la se passe? voiture, on avait mis en place le tactique. Ils l'ont pas suivi exactement, ils ont attaqué plus tôt. Et la tactique, c'était quoi? Il y a un tronçon de pavé de 3 km 7 Oui. après le forêt, 2 après le forêt. On a décidé là de faire exploser le peloton par les autres coureurs. Et puis ensuite, Bortolami, Musée, Tafi et aussi Ballerini pouvaient accélérer. Ballerini a crevé. Et les autres trois ont servi. Et comment, il y a prescription maintenant, donc vous pouvez le dire, comment est-ce qu'on décide qui va gagner? Ouais, pour moi, il y avait quand même déjà une hiérarchie dans l'équipe. Celui qui avait gagné la plus belle course, c'était Johan. Puis Bortolami était vainqueur du Coupe du Monde l'année précédente, avec 2 classiques, comme Zurich et tout ça. Et puis il y avait Tafi qui n'avait pas encore gagné une course de certaine valeur. Donc pour moi, la décision était très vite, parce que s'il ne fait pas gagner Johan, il n'y avait plus d'équipe. Il était un leader naturel, il gagnait le plus, il était plus fort en plus. Mais bon, c'est Roubaix, donc il y avait des crevaisons, tout ça. Comment réagit Bortolami et Tafi? Au début, un petit peu déçu, c'est normal, c'est pas les Roubaix. Mais celui qui donnait de plus contre Gas, c'était Tafi avec une raison ridicule. Il dit, je vais être deuxième parce que ma femme est enceinte. D'accord, très bien. Vous vous souvenez d'un jour, justement, où un de vos coureurs a eu raison, en fait, de ne pas suivre la tactique que vous aviez mise en place? Ça, c'est difficile. Certainement, il y en a... C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi la tactique. Si c'était tourné très bien, ça va. Mais s'il n'a pas suivi la tactique et ça a tourné mal, ça va moins bien. Ça va moins bien. Donc, le jour où Remco a chuté dans ce ravin autour de Lombardie, vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé, comment vous étiez en fait? Il faisait très chaud et l'équipe était très excitée, il voulait vraiment dominer la course. Et j'étais dans un restaurant avec papa Patrick, Anya, sa maman, Omi, sa fiancée, et Stéphanie Clerc, c'est moi. Et on regardait la télévision, c'était le restaurant de Paolini, ex-coureur de nous, à l'arrivée, à Congo. Et je voyais quand même, on avait regardé quelques fois en cours de route. Et je dis, quand même, ils exagèrent, non? Ils faisaient exploser le peloton, notre équipe. Hein. Il roulait à bloc. Et puis, je pense, j'ai jamais su qu'il a eu un fringale ou quoi. En tout cas, il a pris la descente en dernière position. L'autre qui était un meilleur descendeur du peloton l'a vu. Il a accéléré. Et puis, il a lâché 10 mètres, 20 mètres. Il a voulu le récupérer. Il y avait un petit mur. Et le petit mur n'était pas lancé ou projeté. Ouais, c'est ça. Et puis, tout le reste, vous le savez, avec moi, je pense. Et Patrick, comment on réagit comme ça quand on est... C'est quelque chose chez moi qui est très marrant. Le plus de danger qu'est, le plus cool que je dois. Et le plus vite que je peux réfléchir. Donc, la première chose que j'ai regardé autour de moi, Omi était déjà échappé dehors. Et sa maman tournait autour et j'ai dit, j'espère si le caméra il va en bas, qu'on ne voit pas les images de Casartelli. Ah ouais, évidemment. C'était ma première réflexion. Ouais, évidemment. Le jour où Philippe Gilbert est venu vous trouver pour vous dire, ben voilà, je veux gagner le Ronde de Paris-Roubaix Milan-San Remo. Vous vous souvenez comment ça se passe? Très bien, j'avais pêché derrière Philippe depuis junior.
toujours échappé, jamais réussi à le prendre, d'une raison ou l'autre, plus important. Et à la fin, un dimanche soir, assez tard déjà, il me téléphone. Il dit, Patrick, c'est Philippe Gilbert. Et moi, tout de suite, au froid, je dis, Philippe, si tu téléphones par un contrat, c'est du temps gaspillé, parce que j'ai jamais eu de l'argent pour te payer. Je pense, maintenant, non plus. Non, c'est pas question d'argent. J'ai un trou dans mon palmarès, et c'est tout le Flandre, Paris-Roubaix, San-Remo, et je peux seulement le gagner avec toi. C'est ça. Donc, j'ai décidé de diminuer mon salaire, que vous pouvez payer, et puis vous me donnez des bonus pour ces 3 classiques. Et si je les gagne tous les 3, tu me donnes un super bonus. C'est ça. Il en a gagné 2, il a fallu pas lui donner un super bonus, mais quand même, c'est une énorme réussite. Ouais, on a eu beaucoup de joie avec Philippe. Il y en avait qui étaient pessimistes, mais il était vraiment pas celui qu'en tout cas la presse flamande décrivait dans les journaux que Van Avermaet était le bon et lui il était méchant, ou ne respectait pas les tactiques d'équipe, mais c'était justement le contraire. Qu'est-ce qu'un personnage comme ça apporte à une équipe? Beaucoup d'expérience. Il avait une gueule qui osait dire quelque chose à le moment juste, pas chaque course. Et quand il disait quelque chose, c'était juste. Donc ça, c'est déjà un point que tu marques. Et puis, bon, le reste aussi, on connaît son palmarès. Parfois, le coureur, il ne faut pas trop parler, il faut parler avec les pédales. C'est ça. Tom Boonen était un autre style de leader, j'imagine. Oui, mais quand même, ils ont tous un petit peu le même tic-tic. C'est ça. Ils donnent tous aux autres aussi, ils donnent des conseils aux autres. Et ils ne sont pas gourmands, ils n'ont pas toujours dit « moi, je veux gagner ». Ils ont donné et reçu. Et Philippe aussi. Mais si je dois en sortir un, le plus émotionnel, c'était Paris-Roubaix quand il gagnait, lui et tout le monde autour. Ouais. Mais le plus beau tactiquement, c'était le Tour de Flandre, avec la dispute entre l'organisateur et le mur de Grammont, là, celui qui faisait la fête. Ouais. C'est la première fois qu'on a été, et on l'a pris à 100 km de l'arrivée. Et bon, je pense qu'il y avait encore beaucoup de coureurs dans leur chest. Allez, entre parenthèses, naturellement. Et on a attaqué collectivement à 100 km de l'arrivée. Il t'a surpris, Philippe, Oula. Au Tour des Flandres, en Ah faisant oui, ce parce numéro-là. que c'est une tactique qui était prévue. Et parfois, ton tactique avec une chute élémentaire où il y a quelqu'un qui n'a pas de jambes. Mais là, vraiment, toute l'équipe était bien. On était agressif. On a attaqué à 100 km de l'arrivée. Tom était avec. On était 4-5. On a fait rouler les domestiques, disons, à bloc. Et puis, quand c'était le moment d'attaquer à 50 km de l'arrivée, il est parti. Hein. Avoir été avec tous ces champions, on vient de dire Musée, Boonen, Gilbert, Remco Evenepoel, c'est une fierté pour vous, Patrick? Oui. Le triste un petit peu que quand tu es vraiment dedans, et tu vis avec, tu ne te réalises pas ce que tu as fait. Vous réalisez maintenant? Oui, parce que tu décides un jour que je voulais arrêter. J'étais avec M. Bacala à son villa, le lac de la Mort, à Genève, et Nyon c'était. Et j'ai dit, écoute, Staniek, je vais avoir 70 ans au mois de janvier. Tu penses que c'est assez? Et lui m'a dit, écoute, j'ai toujours voulu que tu aies un bon exit. Tu le choisis toi-même et tu dis comment et quand. J'ai dit, écoute, on est à Calpe le mois de décembre avec l'équipe. Le 10 décembre, je vais appeler tout le monde dans une salle et je vais annoncer. Vous n'avez aucun regret d'avoir arrêté? Non. Le jour où Patrick Lefevere s'est énervé sur des coureurs dans le bus, comme il n'a jamais fait. Il y a plusieurs, mais je suis pas quelqu'un qui gueule. Je n'ai jamais gueulé. Parfois, les coureurs, quand ils sont arrivés, la silence laisse récupérer un petit peu. Mais moi, je pouvais le mettre avec le pied sur terre avec des petites choses. Mais c'est ça. S'ils voyaient ma gueule. Oui, c'était à votre visage qu'on voyait. Et je suis arrivé une fois, nom le Petniesblad à Tielt, à table. Il était là,
train de rigoler et manger, je suis arrivé, j'ai mis ma main sur 2 épaules et je dis, les gars, félicitations aujourd'hui, tu as vraiment fait de la merde et je ne veux plus le voir demain. Ah et le ouais. lendemain, ils ont gagné Kurne. Ils ont gagné Kurne le lendemain, c'est ça. Justement, le jour où vous avez fait la plus grosse fête avec vos coureurs, je vais pas vous demander d'entrer trop dans les détails, mais... Ah non? Ah si, moi on peut, mais vous vous souvenez d'une fête particulière avec vos coureurs qui vous a Il y en a marqué? plusieurs, naturellement, et maintenant c'est dur, il y a beaucoup de couches. Mais je trouve quand tu as gagné Monument, Ouais. que tu peux quand même faire une fête. Donc le fait était que Julien Philippe avait gagné la Flèche Ouais. et Bob Jungels Liège. Ouais. Et on était à Liège sur le parking de Lidl. Et on était là comme Après la course, Ouais. après Liège, hein, un ouais. petit peu, qu'est-ce qu'on Mhm. fait? On ne connaît pas Liège très bien. Où est-ce qu'on fait la fête? Et puis, on a téléphoné mon ami à Gand, où on allait toujours, le restaurant. Et bon, tout le monde dans la voiture, dans le bus à Gand, toutes les chambres changées, tout le whereabout changé. Ouais. Et on avait 2 soigneurs qui devaient aller à tous les Romandie. Ils disaient non, tout le monde rentre à Gand. Et là, on a fait une fête incroyable. Il a fallu changer tous les whereabouts, évidemment. Ah tout. oui. Tiens. Le jour où un de vos coureurs vous a fait un cadeau qui a vraiment eu beaucoup de valeur émotionnelle pour vous. Oh, ça peut être un cadeau, évidemment, émotionnel. Ouais, ouais. Comme Cavendish, la victoire d'étape après son retour. Mais la victoire de Paris-Roubaix de Philippe, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. Le jour où Patrick Lefebvre a commis une erreur qu'il regrette. Un grand patron ne fait jamais d'erreur. Mais il y en a certainement que, mais ce ne seront pas les grands, je pense que une erreur tactiquement, vous voulez dire. Non, pas forcément. Une erreur que vous vous dites, j'aurais pas dû la faire. Ou est-ce que Patrick Lefebvre se dit, je fais une erreur, mais j'avance? Je ne sais pas tout de suite, mais ce sera plutôt avec ma bouche un petit peu méchante que sur le terrain. C'est ça, d'accord. Ouais, ok. Le jour où vous êtes tombé sur le coureur le plus dur en affaires. Pour moi, personnellement, c'était Tony Martin. Ah bon. C'était pas parce que c'était lui, mais parce qu'on était en danger pour le dégradation. Et on avait besoin du poids. Et moi, je suis allé à Zurich et j'ai négocié et j'ai payé au-dessus du prix pour l'avoir. Donc, mais j'ai pas regretté. C'est ça, d'accord, c'est ça. Vous vous souvenez d'une demande d'interview où vous vous êtes dit, ça je peux pas accepter parce que c'est n'importe quoi. Pas vraiment, il y en a. Mais bon, vous connaissez un petit peu mon style. C'est très dur à me convaincre de quelque chose que je ne veux pas faire. Et si c'est sur le plan sportif, ça va. Parce que si c'est sur le plan privé, je pense que ça ne regarde personne. C'est ça. Le jour où Patrick Lefebvre a eu son plus grand fou rire, où vous ne saviez pas arrêter de rire. Oh, on me dit que je rigole pas beaucoup. Non, mais justement. Mais il y en a des moments avec une équipe que tout le monde commence à rigoler. S'il y a quelqu'un qui a un riz, qui est Communicatif. une façon qu'on n'est pas habitué et qu'il y a des gens qui puissent faire rigoler ou rire tout le Ouais, monde. c'est ça. Qui était je sais pas, le coureur ou le directeur sportif qui racontait le plus de blagues? Ou qui faisait le plus de blagues? Faisait ou racontait ça? Ouais, non, faisait. Faisait? Quand même, ils ont amusé. Ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit qu'il était... Et il vous a fait des blagues à vous? Pas beaucoup. À mes collègues italiens, tout ça, ben, c'était presque... Quelquefois, c'était limite. Ouais, c'était limite. Hein. Il nous en a raconté une qui était bien limite. Ouais. Le jour où vous avez réalisé votre plus grande victoire comme patron d'équipe, la plus grande réussite pour vous, c'était laquelle? Oh, ça, c'est difficile et un petit peu pas correct parce que j'ai amené 3 générations. Ouais. En fait, il y a beaucoup de bonne mémoire et parfois, vous avez
plus de joie avec un petit coureur que tu penses qu'il ne peut pas gagner et qui gagne, qu'un grand coureur qui est favori et qui met un tactique en place et tout va bien et vous gagnez. Mais justement, rebondir là-dessus, vous avez relancé la carrière de deux coureurs qui sont encore dans le peloton maintenant. Je pense à Ilan van Wilder et Louis Vervaeke. Ce sont des exemples de ce que Patrick Lefevere pouvait apporter à une équipe. Il y a des autres, mais il faut avoir le nez et sentir que ces gars ont d'une façon ou l'autre eu un moment dur, soit familial, soit sur le plan sportif, blessure ou maladie. Et il faut oser de prendre un risque. Et moi, j'avais toujours une expression que je disais, j'ai droit à une erreur par an. C'est ça. Donc, ça veut dire prendre un coureur que vous avez trompé. Oui, c'est ça. Le jour où a éclaté l'affaire Festina, vous vous en souvenez? Très bien. J'étais dans l'équipe Mapei. C'était la plus grande équipe du monde à l'époque, en 98. Et naturellement, on a été visés, comme toutes les équipes d'ailleurs. Ouais. Et on était sur le bateau d'Irlande, où le tour démarrait, sur la France. Et là, la bombe a éclaté vraiment en pleine nuit. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Patrick Lefevere à ce moment-là? Que je vais me défendre avec tous les moyens que j'ai à convaincre que nous le faisions d'une autre façon. Mais quand vous avez tout le monde contre vous, et le cyclisme, cette époque-là, avait tout le monde contre lui, et c'est pas parce qu'il y a 3-4 bandits que tout le monde est bandit. Le cyclisme n'a plus tout le monde contre lui maintenant? Oh, il y en a qui trouvent encore des raisons comme, ouais, mais dans l'époque, dopage, et si, par exemple, des sponsors qui disent, oui, mais ils sont encore dopés, et si une affaire de dopage éclate, pour nous, c'est contre-publicité. C'est parfois une excuse pour ne pas faire le sponsoring. J'ai vu tout récemment une interview d'un responsable français, d'un consultant français, qui disait ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucun contrôle positif aujourd'hui, alors qu'il y a plus d'argent qu'avant. Alors, je crois que ce monsieur-là doit un petit peu mieux étudier les cas. Moi, je suis un des pères fondateurs du passeport biologique. Okay. Et je trouve qu'avec le passeport biologique, c'est Lucie qui est le responsable. Et en France, les États français, Lucie, ASO, s'ils font leur boulot comme il faut, c'est très difficile. C'est ça. Mais il faut imaginer que vous avez 26 ans, vous êtes marié, une nouvelle maison, bagnole, 2 enfants, et vous allez mourir. Et vous êtes dans une équipe non World Tour, et vous voulez monter, qu'il y a des gens qui veulent prendre des risques. Je comprends. Je ne suis pas d'accord avec, mais c'est humain. C'est ça, d'accord. Patrick, ma dernière question. Le jour où vous avez décidé de quitter votre poste de CIO de Soudal Quick-Step, vous en avez parlé. Rappelez-nous un peu comment ça se passe émotionnellement pour vous. Bah, c'était déjà un petit peu quelques années que je dis, oh, ça devient lourd pour moi tout seul. J'avais un bon CFO, mais je n'avais pas tout de suite quelqu'un dans l'équipe que je pouvais compter dessus. Je pensais surtout, c'est parce que c'est pas le plan sportif, c'est sur le plan financier. Moi, je suis allé chercher chaque euro pour l'équipe et mon successeur, il a eu un très beau cadeau parce que il y a un sponsor qui a fait le contrat cette année. Il a encore des contrats jusqu'à fin 26 et jusqu'à fin 27. En plus, j'ai amené un très bon sponsor pour la femme avec AG. Et là, ils sont en train de prolonger aussi. Donc, je pense que je n'ai pas laissé une poubelle après moi. Très bien. Bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. T'as pris.